Les infections nosocomiales sont des infections contractées dans les hôpitaux dues au comportement des praticiens et des patients. En Côte d'Ivoire, la prévalence des infections nosocomiales varie entre 9 et 12% et la production des déchets sanitaires est estimée à plus de 4000 tonnes par an, ce qui fait courir un risque sanitaire et environnemental aux populations. Pour changer la donne, des journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales sont organisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif de ces journées, c'est sensibiliser d'abord nos collaborateurs, directeurs des hôpitaux, prestataires de soins, aux procédures qui permettent d'éviter ces infections. C'est aussi une journée pour sensibiliser la communauté. Ces journées durent 6 semaines et plusieurs activités sont prévues. Ces journées vont concerner 6 régions sanitaires et 27 structures sanitaires. Et nous aurons d'abord dans chaque région 3 jours à passer. C'est-à-dire la première journée va consister à faire le diagnostic de l'hygiène hospitalière dans les hôpitaux. En le deuxième jour, nous allons former 45 agents de santé. Et le troisième jour, faire une mobilisation sociale autour de la question de l'hygiène hospitalière. Il sera aussi question de sensibiliser les populations, les leaders de communauté et les responsables politiques aux conséquences d'assainissement et aux pratiques saines en matière d'hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux. Le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, c'est le deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein. Selon le programme national de lutte contre le cancer, chaque année, on enregistre environ 1600 cas. C'est l'un des rares cancers qu'on peut guérir si le dépistage se fait assez tôt. La commune de Port-Boué, décidée à lutter contre la maladie, organise une campagne de sensibilisation de dépistage gratuite du 27 au 31 janvier. Ce type de maladie est très peu connu de la population. Donc notre objectif est d'abord de faire bien connaître le fléau et ensuite de faire connaître à la population les dispositions que nous avons prises pour faire face et par la suite être opérationnel sur le terrain pour effectivement attaquer le mal. Avant la phase de dépistage, les femmes de Port-Boué ont été suffisamment informées sur la question par Dr Komoé du programme national de lutte contre le cancer. Progressivement, l'État est en train d'intégrer le dépistage du cancer du col de l'utérus dans les activités de la santé et reproduction, de telle sorte qu'elle soit vite vue lorsque la maladie n'a pas encore arrivé au stade de cancer. Alors, donc, le principe, c'est de détecter la lésion précancéreuse et de la traiter. Les participantes informées sur la maladie ont invité les autres femmes à se faire dépister. Le cancer de l'utérus est une sale maladie pour nous les femmes. Donc on doit se faire dépister. C'est très important pour nous les femmes. Je demande à mes soeurs de Port-Boué de se faire dépister. Environ 1000 femmes de la commune de Port-Boué sont attendues lors de la caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette caravane sillonnera les différents centres de santé de la commune. Magam, village situé à environ 30 km de Bondoukou. Ici, le problème de l'eau potable se pose avec acuité. La seule pompe hydraulique villageoise fonctionnelle est beaucoup surexploitée. Christine, mère de 6 enfants, se rend une fois de plus à la pompe dans l'espoir d'obtenir de l'eau pour le ménage. Christine est chanceuse. C'est difficile ici. Pour l'instant, une seule pompe. Mais la pompe ne suffit pas pour le village. Attendre des heures, voire des jours, avant d'obtenir de l'eau à la seule pompe fonctionnelle du village, une situation qui ne sied pas à Alima et Mariam. Elle préfère utiliser l'eau de pluie. Le village est grand, mais il y a une seule pompe dedans. Si tu es pressé, là, tu ne peux pas gagner l'eau. Comme les gens sont beaucoup là, à cause de ça, nous on vient ici, parce que ça finit vite. L'école primaire du village n'est pas mieux lotie. La pompe hydraulique villageoise qui s'y trouve ne fonctionne pratiquement plus. Directeurs, instituteurs, infirmiers, tous sont obligés de se tourner vers la pompe du village. Nous n'avons qu'une seule pompe à l'école, mais cette eau n'est pas potable. Pour pouvoir avoir de l'eau, il faut pomper jusqu'à près de 15 à 30 minutes. Et l'eau qui sort a une couleur rougeâtre, donc on ne peut pas la consommer. La consommation de l'eau de pluie par les habitants de Magam n'est pas sans conséquence. Il y a tous les parasites intestinaux, les vers, mais au-delà de ça, il y a le choléra. Mais au-delà du choléra, il y a toutes les diarrhées,
et les intoxications alimentaires que nous pouvons avoir à travers l'eau. Pour les habitants du village de Magam, d'autres difficultés en plus du manque criard d'eau potable sont à souligner. Manque d'électricité, insuffisance de logement des instituteurs, voie principale du village dégradé et impraticable. Autant de problèmes auxquels les populations souhaitent une solution. À Gwekan-Guinée, gros village du département de Mans, l'essentiel des activités des femmes se résume aux travaux champêtres et autres menus tâches génératrices de revenus. Les gains ne sont pas négligeables, mais la question de la gestion préoccupe. On travaille en brousse, on vient dans ce village. Des fois, on gagne 150 000, mais on ne sait pas où il faut mettre. Appartenir à un groupement, une ONG, l'ICOLE, financée par Oziwa International, y encourage les femmes. Leur mission, faire la promotion de l'autonomisation. Dans la mise en valeur des droits de la femme, faire en sorte que chaque femme qui de Gwekan, que ce soit une femme de Gwekan-Guinée, que ce soit une femme de Gongoulé, mais surtout dans la région de Mans, appartienne à un groupement de développement économique. C'est à partir de là qu'elles peuvent mieux s'entraider et avoir les appuis aussi des bailleurs. Faire sortir les femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire de la précarité, un objectif affiché par l'ICOLE qui a lancé ses activités dans le village de Gwekan-Guinée. Le projet de construction de la nouvelle gare routière interurbaine et internationale d'Abidjan entre dans sa phase active. Les travaux de démarrage sont prévus pour ce jeudi 29 janvier 2015. Site retenu pour cette gare moderne, l'ancienne casse d'Adjamé. Problème, l'espace est encore occupé par des artisans ferrailleurs, malgré les kits de relocalisation remis par le gouvernement aux différents occupants. Le ministère des Transports et la mairie d'Adjamé demandent donc la libération du site. Vous savez que des lettres d'attribution avaient été attribuées à des propriétaires terriens comme habitants de la commune. Ces lettres d'attribution ayant été annulées par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme, tous ceux qui sont sur le site, nous leur demandons de les libérer. Population travaillant sur le site, nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la paix. Les artisans ferrailleurs ont jusqu'à mercredi 28 janvier à minuit pour quitter l'espace et éviter ainsi une opération de déguerpissement forcé. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la casse d'Adjamé, va contribuer à moderniser le système de transport de la Côte d'Ivoire. Elle pourra accueillir 50 000 voyageurs par jour, soit près de 25 millions par an. Coût du projet, environ 47 milliards de francs CFA. Les vergers cacaoyers et caféiers ivoiriens connaissent un vieillissement ces dernières années. Une situation qui réduit la production annuelle. Pour rajeunir les forêts domestiques, le Conseil du café et cacao a initié en 2014 le projet d'appui à la promotion des jeunes agriculteurs pour une durée de 4 ans. Outre le rajeunissement, le projet a un caractère social et économique. Cette initiative permettra l'installation de 1000 jeunes d'ici à 2016 par la création de 1000 hectares de cacaoyers, 500 hectares de caféiers et 500 hectares de vivriers. Le projet est destiné aux jeunes de 18 à 40 ans des zones de production du café et du cacao. Il a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes et permet leur insertion dans le tissu économique et social du pays. Je vais suivre mon champ régulièrement. Je vais mettre ma force pour que le champ réussisse. À Yamoussoukro, ce projet a été présenté aux autorités. Les 8 bénéficiaires de la localité ont reçu leur kit d'installation. Au cours de la présentation du projet, les responsables du Conseil du café et du cacao ont exhorté les jeunes à prendre une part active dans cette initiative. Les jeunes bénéficiaires du projet seront formés en apiculture et en pisciculture, des activités pour diversifier leurs sources de revenus. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production moyenne de 1 500 000 tonnes. Le projet d'appui à la promotion des jeunes agriculteurs va permettre à notre pays de maintenir cette place de leader mondial.
L'on se souvient encore des événements tragiques survenus à Paris, en France, le 7 janvier dernier. Des événements qui ont fait 12 victimes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Face à ces événements, mais aussi aux atteintes faites à l'islam et au prophète Mahomet, le COSIM condamne. S'agissant des événements eux-mêmes, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire condamne bien évidemment la violence, les assassinats et toutes les activités qui s'y rattachent. L'on ne saurait en effet justifier de tels actes qui endeuillent les familles. Dans le même temps, le dénigrement permanent, la volonté de nuire à l'aura, au prestige et à la vérité intrinsèque de l'islam sont autant d'actes destinés à saper, sinon les bases de notre religion, du moins à pousser les musulmans à des réactions qui leur sont aussitôt reprochées. Le Conseil supérieur des imams exhorte par ailleurs l'ensemble de la communauté musulmane à prôner la paix, l'amour et la tolérance, des vertus chères à l'islam selon l'imam Sékou Sylla. Le COSIM se félicite du climat apaisé qui règne dans notre pays et invite chacun à œuvrer, à prier pour le renforcement de la cohésion sociale. Il invite chacun au niveau national et dans les relations internationales à faire preuve d'équité et de respect mutuel. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire réitère son appel à la patience, à l'esprit de tolérance. Pour terminer, le COSIM recommande aux croyants de garder leur sérénité tout en rejetant les solutions extrêmes de violence et de confrontation. Un grand est tombé, le Sénégal. Face à l'Algérie, les Lions de la Teranga encaissent un but surprise à la 11e sur un long ballon de Bouguera Majid pour Riyad Mahrez. De Majid Bouguera justement. Et puis regardez dans le dos de la défense, là vraiment la défense qui n'est pas alignée du tout. Tout est bien fait, le contrôle pied droit, l'enchaînement. 1-0. Le Sénégal a du mal à réagir et part à la pause avec ce score. Dans l'autre match à Mongomo, l'Afrique du Sud mène 1-0 les Black Stars, but signé Massongo à la 17e minute. En seconde période, Bentalem double la mise pour les Fennecs. 2-0. L'Algérie peut désormais exulter. Les Fennecs sont en quart de finale. Les Lions s'arrêtent au premier tour car du côté de Mongomo, les Black Stars ont créé la surprise. John Boy signe l'égalisation à la 73e. Et finalement, ce sont les deux hospitalisés qui redonnent espoir à tout un peuple, un partout. Et André Ayou enfonce le clou à la 83e. Le but signé, André Ayou. Le Ghana valide sa qualification et rejoint la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC et la Tunisie.